Comment convaincre les Belges de se faire vacciner ? Faut-il demander à des experts d'évaluer les réformes de l'État ? Deux questions en débat ce matin dans le Parti pris à 8h32 avec Sylvie Losberg, bonjour. Bonjour. Historienne et présidente du Conseil des femmes. Et Antoine de Bormann, bonjour. Bonjour. Expert en affaires publiques chez White, entreprise spécialisée dans la communication et la stratégie. La Belgique qui finalise justement sa stratégie de vaccination contre le Covid-19. Stratégie qui sera présentée aujourd'hui. Gigantesque campagne de vaccination qui va débuter le 5 janvier. Au sein des maisons de repos, résidents et personnels qui seront les premiers piqués. Viendront ensuite les professionnels de la santé œuvrant dans les hôpitaux. Et donc, pour une grande partie des Belges, il faudra attendre l'été. L'une des clés de cette campagne, c'est la communication, car pas mal de citoyens se posent encore des questions sur ces vaccins, même au sein du personnel soignant. Écoutez. On parle de l'efficacité, c'est très très bien, mais il y a aussi une question de sécurité, parce que dans les études, par exemple, vous avez des personnes qui sont éliminées, qui sont exclues des études, des femmes enceintes, des personnes avec des maladies neurodégénératives. Est-ce qu'on a testé ces gens-là ? Et donc je pense qu'il faudrait, avant de parler de vaccination et que les vaccins arrivent, qu'on donne des informations qui soient très claires et très transparentes. Et on rappelle que ce vaccin sera gratuit et non obligatoire. Sylvie Losberg, comment convaincre les Belges finalement de se faire vacciner dans les mois prochains ? Mais je pense qu'il faut d'abord les écouter, et ce qu'on vient d'entendre en témoigne. On sait qu'un vaccin, en général, ça met quand même du temps, non seulement pour le préparer, mais pour le tester, l'évaluer, c'est un temps long. Et ici, pandémie oblige, on est dans un temps très court, avec des discours qui ne sont pas toujours très rassurants, précisément sur l'évaluation des effets peut-être secondaires de ce vaccin. Donc je crois qu'il faut être très pédagogue, il faut surtout écouter les craintes, et travailler, je crois, sur deux volets. Le premier, c'est le volet national, et donc avoir aussi un discours clair sur la façon dont on achète ces vaccins, à qui on les achète. Il y a toute la question des brevets. On sait bien qu'on a été quand même soumis à de nombreuses sagas par rapport aux achats précédents dans le monde de la santé. Et il y a aussi, je trouve, un élément qui est peu abordé, c'est que on l'envisage d'un point de vue national comme si, en protégeant les Belges, on allait se protéger. Et je crois que c'est pas une bonne idée. Je crois qu'il faut vraiment écouter le secrétaire général des Nations Unies qui dit, en fait, il faut avoir un vaccin qui soit disponible partout pour pouvoir enrayer l'épidémie, ce qui est l'objectif. Et on sait par exemple que Pfizer, 80% de sa production est destinée à des pays qui représentent 14% de la population mondiale. Donc toute la question de comment est-ce qu'on va voyager, comment est-ce qu'on va retrouver une vie sociale, si on n'agit pas sur un plan international, avec une solidarité internationale qui fait défaut quand même, vous le savez, on ne va pas reparler de la crise des migrants, mais ça fait partie des éléments dont il faut tenir compte. Donc je crois qu'il faut sortir un petit peu d'une logique, comment on va faire nous en Belgique, et puis la question des big pharma, ça c'est quand même très important aussi. Et c'est vrai qu'on voit déjà que la course à la vaccination devient un enjeu politique avec la Russie et le Royaume-Uni qui s'enorgueillissent de pouvoir démarrer leur campagne de vaccination dès la semaine prochaine. Ça devient aussi un enjeu de fierté nationale. Antoine de Bormann, Sylvie Losberg disait transparence, pédagogie, écouter la population pour la convaincre de se faire vacciner. Vous êtes d'accord avec ce genre d'argument ? Oui, bien entendu. Je pense que la transparence par rapport aux procédures qui sont réalisées, c'est évidemment un élément essentiel, puisque l'on sait que le défi, c'est de gagner cette confiance de l'ensemble de la population pour réaliser cette campagne de vaccination. C'est quand même avant tout une bonne nouvelle. Je veux dire, il y a quelques mois, on n'aurait jamais espéré avoir autant d'avancées aussi rapidement sur le plan scientifique. Et ce n'est pas parce qu'on a court-circuité les procédures, mais avant tout parce qu'il y a aussi une collaboration sur le plan scientifique inédite qui s'est passée au niveau mondial. Maintenant, on souligne par voie de sondage qu'un certain nombre de Belges n'auraient pas encore décidé s'ils seraient prêts ou non à se faire vacciner. Mais la presse flamande, je fais une petite parenthèse, la presse flamande affirme que 67% des Flamands aujourd'hui se disent prêts à se faire vacciner. Voilà un chiffre, voilà, ça circule ce matin. Très, très bien, c'est vrai qu'il y a des chiffres en sens divers sur ce plan-là, mais je dirais c'est assez normal. Restons calmes aussi par rapport à cette question-là. Je veux dire, on ne sait pas encore
ni même quel vaccin va finalement être inoculé à quelle partie de la population. Les procédures doivent aller à leur terme. On attend de l'Agence européenne du médicament, qui est une instance indépendante, de se prononcer de manière claire d'ici la fin de ce mois-ci, du mois de décembre. Donc, je dirais, c'est normal que ça prenne du temps aussi pour simplement savoir quels sont les vaccins, quels sont aussi éventuellement la manière de l'inoculer, en fait, l'ensemble de ces différents paramètres. Je dirais aussi qu'il ne faut pas donner trop de crédit non plus à quelques-uns qui propagent aussi avec beaucoup de délectation des messages complotistes, des messages en sens divers. Oui, évidemment, les enjeux sont importants, mais je dirais il faut pouvoir aussi raison garder par rapport à l'ensemble de ces éléments-là. Je pense qu'il y a souvent beaucoup de personnes qui simplement, parfois ne sont même pas encore posé la question de savoir. Maintenant, c'est vrai qu'il y a un contexte, évidemment, derrière cela. Il y a un contexte de perte de confiance de manière généralisée des institutions. On sait qu'il y a aussi une colère qui gronde dans la population par rapport aux mesures de restriction qui lui sont imposées, par rapport parfois à certaines incohérences. Quelque part, on peut se réjouir que dans le cas du vaccin, ce soit l'Europe qui ait conclu aussi des contrats avec les sociétés pharmaceutiques, parce qu'on voit que parmi les autorités belges, on n'a pas toujours été extrêmement performant pour ce type de contrat-là. Mais pour renouer cette confiance, je pense qu'il y a deux axes. Il faut pouvoir se baser sur d'abord les institutions qui aujourd'hui recueillent cette confiance auprès des Belges, c'est-à-dire en particulier le médecin généraliste, qui est souvent ce lien de proximité avec la population, que ce soit aussi le pharmacien, toute cette première ligne d'acteurs qui a aujourd'hui une confiance importante auprès de la population. Travaillons avec ces acteurs-là, voire aussi les institutions locales, les communes, puisque l'on sait que la population a aussi beaucoup plus de confiance pour ce lien de proximité que parfois pour d'autres instances plus éloignées. Donc, travaillons sur ce lien de confiance pour pouvoir justement veiller à ce que cette campagne de vaccination, qui est un défi logistique gigantesque, puisse se réaliser correctement. Je vous posais la question, comment convaincre les Belges d'aller se faire vacciner ? Aucun de vous deux ne se pose la question. Doit-on convaincre les Belges d'aller se faire vacciner, Sylvie Losberg ? Mais je crois que les convaincre, en tout cas, la première chose, c'est d'avoir des informations qui sont compréhensibles et fiables. Et je crois que c'est ça. Donc, vous avez évoqué le complotisme, la perte de confiance aussi dans le discours scientifique. Il y a un travail à faire là-dessus, retrouver finalement un discours qui permet à la population de s'approprier ce qui est en train de... On n'a pas encore ce discours-là, ces informations claires et précises sur la vaccination. Sylvie Losberg, vous l'attendez aussi Oui, parce que je trouve légitime de se poser la question. On ne peut pas dire, vous devez faire ça de manière autoritaire et verticale. Il faut prendre le pouls de la population, il faut essayer de trouver, je dirais, chez chacun, l'endroit où il va être touché. Et on pourrait, par exemple, parler de tous ces soignants qui ont été contaminés et rappeler l'élan de solidarité de la première vague avec ces manifestations en faveur des médecins et des soignants. Et ça, je crois que c'est par exemple un élément qu'on peut ramener dans le débat en disant vous avez confiance dans votre médecin, dans votre pharmacien, dans votre aide-soignante, protégez-la, protégez-vous. Et donc je crois que là, on peut créer autre chose qu'une injonction qui viendrait d'en haut. Tout reste à faire encore sur le plan de la communication, Antoine Bormann. Il y a en tout cas, je pense, ça m'a frappé parce qu'il y a peu de temps, il y a un clip qui a été réalisé par l'autorité fédérale, plutôt de grande ampleur par rapport justement à la lutte contre le Covid. Et je me dis l'équipe de 11 millions. Oui, c'est très bien. Je me disais, mais finalement, c'est dingue qu'il y en a un clip de ce type-là qui n'arrive que maintenant, au mois de novembre, alors qu'on est dans une pandémie depuis le mois de mars. Enfin, je trouve qu'il a manqué, durant cette pandémie, d'outils de communication inclusifs, larges, qui s'adaptent aussi aux différents segments de la population, pour justement permettre à ce que chacun puisse aussi bien comprendre les messages qui lui sont destinés. Par rapport aussi à acquérir la confiance, je dirais qu'on a une chance, parce qu'on sait que la vaccination va se faire par étapes, et on va commencer par le personnel médical, le personnel de soins de santé, dans lequel il y a une confiance aujourd'hui dans la population. Ce qui montrera quelque part aussi toute la pertinence de cette campagne de vaccination qui va se faire par étapes. Et enfin, il faut évidemment réussir le défi logistique. On sait que faire un plan, c'est une chose. L'implémenter, c'est encore autre chose. Et là-dessus, évidemment, on attend les autorités belges clairement par rapport à ce défi-là. Voilà, et première étape, c'est la communication de cette stratégie donc, pour la Belgique qui est prévue aujourd'hui à l'issue
l'issue d'une réunion entre tous les ministres de la Santé du pays. Autre sujet institutionnel cette fois, mais ne fuyez pas car derrière l'institutionnel se cachent toujours des aspects concrets de votre vie en société. C'est le président de Défi qui faisait cette proposition hier dans Matin Première, faire évaluer les réformes de l'État par des experts scientifiques. Il faut objectiver et rationaliser. Sinon, qu'est-ce que vous allez avoir ? Vous allez avoir idéologie contre idéologie. Non, de quoi on parle ? Est-ce que ça marche ? Est-ce que la santé divisée en 3, ça marche ? Est-ce que les allocations familiales divisées en 3, le code de la route en 3, ça marche ? J'ai l'impression que non. Parfois, ça marche bien au niveau des régions et peut-être que certaines compétences, comme l'économie et l'emploi, devraient être un peu plus exercées par les régions. Il faut une mise à plat. Et si on ne le fait pas, ça va être idéologie contre idéologie. Vous allez avoir les nationalistes qui vont vouloir de toute façon rapatrier tout dans les régions par définition. Même si vous prouviez à la NVA qu'une compétence est mieux exercée au fédéral, jamais ils ne refédéraliseront quoi que ce soit. Et vous avez les francophones qui, comme d'habitude, vont être impréparés. Et le président de Défi propose de soumettre 4 thématiques aux experts du bureau du plan, social santé, emploi économie, environnement climat et enfin mobilité. C'est une bonne idée, ça, Sylvie Losberg, de faire appel aux experts pour voir ce qu'il faut éventuellement refédéraliser et voir ce qu'il faudrait éventuellement régionaliser en Belgique ? C'est un grand débat. Démocratie contre technocratie. Je crois que, c'est vrai qu'il faut une évaluation. Ça, c'est sûr qu'aujourd'hui, on ne peut plus avancer à l'aveugle avec des réformes qui, finalement, se font sans un plan à long terme. On l'a vu, c'est l'histoire de la Belgique depuis les réformes de l'État. Donc ça, je crois qu'il faut une évaluation. Mais je crois surtout que les experts doivent être au service du bien commun et des aspirations de la population. Et que donc il faut écouter la population dans ce qui est le plus pertinent pour elle, le plus efficace pour elle. Et alors surtout, attention que ce savoir ne vienne pas anéantir la décision politique. Parce qu'on l'a vu dans l'histoire de la Belgique, dans les années 34-39, il y a eu des gouvernements avec des experts qui ont été des échecs et parallèlement à ça, il y avait une crise financière, mais on a eu la crise politique avec cette tentation de l'autoritarisme. Et je crois qu'il ne faut pas négliger cet aspect-là. Et donc la technocratie, c'est très bien si ça permet de nourrir la décision, mais la décision doit rester aux politiques. Vous êtes d'accord avec ça, Antoine Bornemann ? Attention, ne pas trop donner de pouvoir aux experts dans la façon dont on gouverne le pays ? Oui, pour moi, c'est pas tellement cette question-là qui est pertinente ici. Je suis plutôt surpris, en réalité, qu'on se pose la question de savoir si c'est pertinent d'évaluer, finalement, la manière dont la structure publique est organisée. Ça montre, quelque part, le déficit d'évaluation des politiques publiques qui est la nôtre en Belgique. Vous voulez dire que ça devrait être naturel, qu'il y ait des experts qui évaluent les réformes que l'on fait au fur et à mesure. Bien entendu, je ne connais pas une organisation qui réfléchit à sa structure, qui ne commence pas par d'abord faire un audit, qui analyse, comment elle fonctionne, quels sont les avantages et les inconvénients des différentes formes qui seraient proposées. En Belgique, rien de tout cela lorsque l'on réfléchit à la réforme institutionnelle. Un deuxième élément, c'est que lorsqu'on évalue, il faut pouvoir aussi identifier en fonction de quels critères on va évaluer. Et quelque part, on sent bien que dans le débat institutionnel, c'est cette question-là en réalité qui est qui initie quelque part le débat institutionnel. C'est-à-dire que si on ne se met pas d'accord sur les objectifs, forcément on va arriver à des conclusions qui sont extrêmement différentes. J'espère évidemment qu'en objectivant les éléments du débat, on puisse quelque part concourir à un débat qui soit un petit peu plus rationnel et que l'on puisse se concentrer sur les objectifs que l'on poursuit, plutôt que de croire systématiquement pour tout débat, que ce soit d'ailleurs au niveau belge, mais aussi au niveau francophone, que la résolution à un certain nombre de difficultés passe nécessairement par l'aspect institutionnel. Parfois, l'institutionnel, c'est un peu le paravent du débat politique belge, mais je pense qu'il faut se concentrer sur les objectifs et sur ce que l'on poursuit, et l'efficacité des politiques que l'on veut mener, plutôt que de systématiquement croire que c'est l'institutionnel qui va tout résoudre. Il nous reste 1 minute pour vos pensées du jour. On commence par vous, Sylvie Losberg. À quoi est-ce que vous avez envie de penser aujourd'hui ? Évidemment, la mort de Valéry Giscard d'Estaing nous montre à quel point un personnage très vieille France, qui incarnait, on va dire, l'aristocratie, a pu donner à la France une impulsion qui était tout à fait contraire à l'image qu'il donnait, en choisissant évidemment Simone Veil pour porter la dépénalisation de l'avortement en France en 1974. Et je pense que voilà, ça nous donne aussi de l'espoir pour une société où on sort des stéréotypes et on sort des images. Et sur la question institutionnelle, je pense qu'il y a beaucoup de stéréotypes qui sont toujours en cours et que c'est un élément de discorde qui enraye finalement la démocratie belge. Pensée du jour de Sylvie Losberg pour VGE, comme on l'appelait, décédé hier à l'âge de 94 ans. Votre pensée du jour, Antoine de Bornemann, rapidement.
Eh bien, en ces temps de confinement, on a tous un peu envie d'évasion. Et c'est vrai que moi, je me passionne pour le Vendée Globe, cette course de marins autour du monde, sans escale, sans assistance. Et c'est vrai que ce qui me frappe dans cette course, c'est finalement tous ces marins qui sont confrontés à cette grande aventure vis-à-vis d'eux-mêmes, c'est-à-dire d'être confrontés à ses propres limites, à la limite de son bateau, et d'être soumis aux environnements qui nous entourent. Et je trouve que c'est quelque chose qui m'inspire aussi, dans le sens de savoir comment, quelque part, aller à la découverte de soi-même aussi, même ici, même en restant ici en Belgique. Et vous savez que sur la première, on est à bord d'un bateau du Vendée Globe tous les matins, juste avant le journal de 7h. Soyez à l'écoute, alors réveillez-vous un petit peu. Je suis ça pas à pas. On entend les vents pour l'instant au sud du cap de Bonne-Espérance, c'est assez impressionnant. Merci pour ce parti pris, Antoine de Bormann et Sylvie Losberg. On vous souhaite une très belle journée. 8h47. Un petit peu d'infotrafic à présent. On vous accompagne sur les routes avec Jean-Marc Strehl. Oui, c'est relativement calme. On va dire aujourd'hui, il n'y a pas vraiment d'énormes soucis. Il y a quand même des choses à dire, bien sûr, notamment un accident sur le 411 Namur-Arlon à Dossou. Il y a 2 km de fil en direction d'Arlon. Sur le 40 venant de Gand à Ternat et la 12 venant d'Anvers à Meize, ça coince quelque peu pour rejoindre Bruxelles. Les autres grands axes, il n'y a pas de problème, le 411, le 40. Et puis sur le ring, en intérieur, là c'est un peu plus chargé, entre Dilbeek et Zilik, entre Strombeek et Vilvoorde vers Zaventem, entre Kreinem et Wezenbeek vers Waterloo. Ça se concentre un peu sur le ring aujourd'hui. En extérieur, entre Grimbergen et Wemmel vers Grand Picard et entre Dilbeek et Anderlecht en direction de Halle.